Oyez, il est 19h15, nous sommes chez vous à la maison, merci de regarder le Grand Talk. Nous, on espère que vous êtes bien en place, que vous êtes bien en forme. On est très heureux, comme tous les soirs, de partager ces moments avec vous en direct. Je suis Brice Anneau et juste là, comme ça, à l'extrémité droite, il y a André Bois. Bonsoir André, comment allez-vous? Bonsoir Brice, oui, ça va plutôt bien. Un vendredi qui ouvre une grosse séquence de repos. Un vendredi soir sur la Terre. Parce qu'il y aura samedi, il y aura dimanche. Oh, il n'y aura pas lundi pour nous. Oh là là. Mais bon, on va profiter dans la journée, mais on viendra travailler le soir. Bonsoir Daouda. Bonsoir Brice, comment allez-vous? Je vais très bien et chez vous? C'est ça, vous avez un vendredi soir, il y a un programme bien précis. Oui, ben, je suis un peu fatigué, la semaine a été harassante, donc je vais profiter pour me reposer, sauf que, comme il disait André, lundi je serai encore là, mais c'est avec beaucoup d'aplomb, beaucoup de plaisir que je serai là pour vous servir. Bonsoir Sarah. Bonsoir Brice, bonsoir tout le monde. Ben je sens qu'il y a de la pêche, il y a de l'énergie, il y a du fun, il y a du peps. Il y a beaucoup de motivation quand même à vous proposer donc ce numéro. Et c'est d'ailleurs pour ça que nous sommes très contents de vous savoir toujours plus nombreux à regarder le programme et ça nous fait énormément plaisir. Notre image du jour, hein, les amis, concernant la CAN 2027, je vais très loin. Hein, quand même. La Confédération africaine de football a dévoilé donc jeudi dernier, donc hier, les 4 candidats pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. C'est en 2027. L'Algérie, déjà intéressée pour accueillir donc le tour en 2025, a à nouveau postulé. Ah, d'accord. Donc André, vous qui êtes spécialiste foot. Ouais, je suis spécialiste foot, mais là je suis complètement. Je ne dis pas qu'ils ne doivent pas chercher à avoir un pays hôte pour 2027, mais déjà, finissons par régler le problème de 2025. 2024 déjà? Non. En réalité, la Coupe d'Afrique que la Côte d'Ivoire a organisée, c'est 2023. 2023, ouais. Ensuite, il y aura 2025 et 2027. Donc, commencer ça, déjà, oui, parce que vous en parlez, parce que déjà, la CAN 2025 n'a pas été attribuée à priorité de la Guinée. Pas mais voilà, donc une fois qu'on n'a pas encore 2025, excusez-moi de venir parler de 2027, d'accord, mais au moins, il faut qu'il y ait une forme de logique. On connaît déjà ceux qui vont organiser les prochaines, là, imminentes. Et puis après, on cherche à choisir ceux qui vont organiser plus tard. Mais bon, c'est comme ça que fonctionne la CAF. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais bon, l'Algérie vraiment veut, en tout cas, montrer qu'elle est un grand pays de foot. Donc, 25 ou 27, l'Algérie est déjà prête. Je pense que normalement, ça devrait être la logique pour moi, mais bon, après la CAF peut décider en fonction de quelques considérations géopolitiques. Très bien, on parlait 2027, 2025, on va revenir déjà à 2023. Notre pays, on l'a entendu hier, hein, hier, on l'a entendu lors du discours du chef de l'État, exactement, devant le Congrès. Le chef de l'État qui assurait que les infrastructures sportives devant abriter la CAN, eh bien, seraient prêtes. Ben ouais. À bonne date. À bonne date, je pense que c'est à justice qu'il le dit, parce que je pense très bien qu'il suit l'évolution des travaux au jour le jour par le biais de son Premier ministre, Patrick Achi, qui suit aussi lui aussi les travaux. Parce que pour ceux qui ont été à Boaké, à Yamoussoukro ou à Korogo, ces stades sont, vous vous rappelez bien, le représentant de la CAF qui était là, qui est venu, qui a confirmé que les stades seraient prêts. Donc je pense que la Côte d'Ivoire a à pied d'œuvre pour livrer ce qu'elle appelle aujourd'hui la CAN de l'hospitalité, parce que déjà que la Côte d'Ivoire est la locomotive de la sous-région ouest africaine, déjà que la Côte d'Ivoire est un pays qui est très attractif, donc il est normal qu'on veuille donner cette CAN-là aux gens, et ce n'est pas nécessaire de donner des infrastructures qui ne sont pas encore prêtes. Je veux dire, si le président dit qu'il va le faire et qu'il suit les travaux, je pense que ça va s'ouvrir. Mais pour ce que je sais, pour ce que j'ai entendu ça et là, même le stade Félix-Houphouët-Boigny c'est déjà terminé. Il ne reste que des problèmes de câblage et autres. Et BMP, c'est pratiquement fini. Donc, sincèrement, je ne sais pas pourquoi les gens s'inquiètent pour si peu, quoi, en fait. Qui c'est qui a balancé Vous avez vu l'image du fameux stade de Korogo Oui, j'ai vu ce fameux stade. Parce qu'en fait, moi, je veux dire, il faut que les gens arrêtent de se faire peur. Tout ce qui est sur Internet n'est pas forcément net. Parce qu'on ne peut pas nous donner une photo de drone très loin, finalement, oui, c'est la photo du stade. Non, donnez-nous des photos, entrez dans le stade. Il faut informer les gens. La CAF est venue, elle a vérifié ce stade, elle a dit ce stade
pour aller plus loin. Ils sont allés même pour dire que ça peut rivaliser avec des stades de la Coupe du Non, mais en Monde. même temps, Daouda, il ne faut pas exagérer. La CAF ne dit pas les travaux seront terminés à temps. Ce que la CAF dit, c'est qu'au moment où nous visitons Tout est prêt. l'avancée, l'avancement des travaux, voilà, nous semble assez correct. Voilà. Après, il peut y avoir des couacs à un certain moment du processus. Donc, ce que la CAF dit, c'est que maintenant, après, derrière, il y a des observateurs. Les gens, à un moment, ils ont le droit d'avoir, enfin, le droit. Ils peuvent avoir peur, ils peuvent craindre que les choses ne se passent pas selon Mais ils veulent pas, l'image peut-être. qu'on va du Pourquoi pas? pays. Mais pourquoi ils ne veulent pas? Non, ils dans le s'interrogent. complot. Il y a des craintes. Non, ce n'est pas une question de complot, mais je veux dire, l'objectif aujourd'hui de tout Ivoirien, c'est de souhaiter que cette CAN se passe bien. Parce que, je veux dire... Mais même ceux qui dénoncent, ils ne souhaitent pas oui, que ça mais se passe mal. non, André, si tu permets, ce que je veux dire, c'est que ce soit la Coupe du Monde au Qatar, malgré tout l'argent, l'armada qu'ils ont mis en place, on a vu des gens crier à quoi et à crier à toutes sortes de scandales pour cette Coupe du Monde. La dernière Coupe d'Afrique qui s'est passée au Cameroun, quelles sont les critiques que les Camerounais n'ont pas réussi? Mais On a quand même vu aussi pendant une conférence de presse le gars prendre sa sodo pour partir. Peut-être que les gens à l'époque disaient attention, la sodo n'est pas top. Oui, mais n'empêche que je pense que la Côte d'Ivoire, nous sommes tous Non, et Ivoiriens. puis d'ailleurs, moi je pense Nous sommes que un pays sérieux, on toutes peut ces faire ça. réserves, Une forme de toutes ces chauvinisme, craintes, toutes ces réserves, toutes ces craintes-là aident aussi également Mais bien à sûr. renforcer l'efficacité. Pour dire, Moi, je bon, suis voilà. pour justement une forme de contrôle démocratique et contrôle populaire de ce qui est fait au niveau de l'action publique. C'est normal que... Moi, je ne supporte pas quand sur les réseaux sociaux, on utilise notre data à ne rien faire ou à rester dans les ragots. Mais quand on utilise notre data et pour aller faire des drones, de machin, pour regarder est-ce que ça avance pas, je trouve que c'est une bonne action, quelque part, de l'intérêt que les masses populaires ont de ce qui se passe au niveau de la gestion publique. Donc je trouve que c'est pas mal. Parce qu'on a vu Après, des ça projets ouvre le débat, également, et on c'est a ce vu qu'on des fait. projets également, on avait annoncé que tout irait bien et voilà, quelques temps après, on s'est rendu compte que... Exemple de projet, Brice. Bon, allez, je ne vais pas Je vous le pense qu'il y donner a ici. une curiosité quand même qui est naturelle. Les gens veulent savoir comment ça avance concrètement, ils veulent voir des images, ils veulent voir des choses et peut-être qu'on n'a pas suffisamment assez accès à ce type d'informations et donc du coup ça laisse place à certaines rumeurs C'est ça. qui de toute façon touchent Mais c'est de chaque bonne Coupe du guerre, Monde, c'est de chaque bonne Coupe guerre. De toute d'Afrique. façon, c'est tout ça d'ailleurs toutes ces choses-là qui ont emmené le chef de l'État certainement à rassurer les plus sceptiques sur le fait que Oui, les mais stades même sur- encore pour embrayer sur ce que vous dites, c'est vrai, le chef de l'État peut parler, mais aujourd'hui, il y a, parlons pas du COCAN, mais il y a le ministère à travers donc l'ONS qui est chargé de construire des stades, tout ça. Mais je veux dire qu'on n'attende pas des polémiques pour répondre aux invitations de la presse, ils en reçoivent, Oui. ou du moins ils peuvent même eux-mêmes susciter des... On a bien envie d'expliquer les choses pour que vous compreniez où nous en sommes, en etc. sommes, oui. Donc c'est pas le chef de l'État, c'est bien, mais le chef de l'État, ça reste quand même André, un je sujet pense un peu que- global. Je non. finis là-dessus. Ça reste un sujet un peu global. Je pense que tout ce qui est technique est lié au calendrier. Il y a des services de l'État qui Mais doivent André, venir en parler. pour que la ce soit dans les petite journaux histoire, ou je pense Parce que que... quand on envoie l'entraîneur pour aller visiter le stade, on peut dire une équipe Non, de mais- la presse. ben Je voilà. veux dire, tout dernièrement, Toujours le du tapage. Cocan a fait à créer une visite de ces stades-là. Je ne sais pas si vous vous rappelez, à un certain moment, il y avait eu même des frictions entre le ministère... Mais une visite à qui? Voilà. Mais visite, au moins, ils sont allés voir les stades. Mais qui? On a au moins vu les photos. Qui? Le Cocan est parti visiter. Est-ce que qu'on le a dit Cocan- quelque chose Oui, mais déjà même là, il y a eu un couac parce que vous vous en souvenez que le Cocan qui est arrivé avec son car et on lui a dit, écoutez messieurs, vous n'avez Mais pas c'est un demandé... problème administratif. Non, mais André. justement, ce que je Mais veux ça nous a- dire, ça nous a ça pas- relève- ça n'a pas ça empêché. révèle encore Non, ça n'a pas ce empêché manque le Cocan. de transparence, Non, le cette problème façon n'est pas de là. travailler Le qui est problème toujours opaque. aujourd'hui, le problème, il est au niveau du fait qu'aujourd'hui, est-ce que nous sommes fin prêts en termes d'infrastructure? Oui, c'est ça les faits, André. Ne dites pas oui. Mais pourquoi vous comme me dites ça, oui tout de alors suite, que vous oui. n'êtes même pas capable de me dire, parce que vous parlez du stade Faux-Boigny, on nous a dit que ça va être prêt. Est-ce que vous pouvez nous donner aujourd'hui le pourcentage de finition de ces Mais travaux? on te parle, André, informe-toi, je ne vais pas t'informer à ta place quand Mais même. pourquoi pas? On te parle de 90% en termes de finition. Qu'est-ce que tu veux entendre? On te dit jusqu'en fin juin, on aura les stades. Il faut qu'on te dise tout. Non. Pour le stade de... Mais On attends, te parle de pratiquement tous les travaux sont terminés à 80-90%. Le stade de Boaké, il est terminé. Le stade de Yamoussoukro, Non, il la est terminé. polémique, c'est pas sur ces stades-là, parce qu'on Oui. joue à Yamoussoukro, on joue à Boaké, on l'a vu, la SEC même va y jouer ce week-end. Franchement. C'est pas de ça qu'il s'agit, on parle du stade de Korogoro, Oui. et qui a posé problème. Mais ce n'est pas- mais Vous ce avez n'est les pas- statistiques maintenant- du stade de Non, mais, Congo Oui. ce n'est pas une photo Non, non, sortie. monsieur qui donne des statistiques. Non, mais ce n'est pas une photo qui sort de nulle part sur Internet qu'on va prendre pour argent comptant. Non, ça vient Bon. de qui? Quelle est la source? Ok. C'est ça la question. Alors, Mais moi- c'est pour ça que je vous dis mais moi, je vais qu'il faut aller au-delà. que les services
qui ont des services de communication se mobilisent pour venir vers la presse, que je ne dis pas forcément nous, mais moi je serais bien heureux, mais pour dire, bon, nous on veut communiquer, on veut vous dire voici où on en est. C'est une grande fête nationale. Qu'est-ce qui nous empêche, que vous n'avez pas informé? qu'est-ce qui nous empêche, nous, hommes des médias, à un moment, d'envoyer des courriers au COCAN? Mais c'est ce qu'on fait. Personne ne répond. Vous voulez que je vous montre le courrier qu'on envoie au président du COCAN? Non, si vous avez envoyé, attendez une réponse. André, la réponse va venir. Ah, d'accord, ça va venir justement le jour de l'ouverture. Non, mais soyez en sûrs. Mais comme je l'ai dit, j'aime le dire souvent, demain n'a jamais tort, c'est le roi qui a toujours tort. Le roi a dit, pour ne pas dire le président Alassane Ouattara a dit, fin juin vous irez le stade. Attendons fin juin. Très bien. Au moins. C'est important. On va attendre fin juin. Voilà. On va attendre fin juin. Bah alors justement, on parle d'infrastructures sportives, mais la CAN, ce n'est pas que les infrastructures sportives, il y a les infrastructures hôtelières également, il y a d'autres infrastructures dont on parle. Ouais. Vraiment, j'allais vous faire mon André en vous coupant, effectivement, mais écoutez Brice, c'est ce que Daouda oublie. Parce que non seulement il y a les stades, mais dans quelles conditions on va accueillir tout ce beau monde? On nous parle même sur certaines infrastructures à Boaké. C'est-à-dire que le COCAN et tous ceux qui interviennent dans l'organisation de la CAN doivent s'assurer que tous ceux qui vont se déplacer auront justement un niveau de réception à la hauteur de tous les slogans, CAN de l'hospitalité, CAN de machin. Mais tout ça, pour le moment, excusez-moi, hein, on n'est pas sur Internet, mais tout n'est pas net. Non, sur ce point, je suis d'accord avec toi, mais je veux dire, en termes d'infrastructure, et je pense que quand... Sportive? Oui, sportive. Lorsque les autorités disent tout sera livré fin juin, je ne pense pas, on ne s'arrête pas qu'au stade seulement. Mais vous avez construit des hôtels 2 ou 3 étoiles en combien de temps? André, là, on a presque... André, il y a quand même assez d'hôtels à Abidjan. Il y en a aussi à Boaké, il y en a à Yamoussoukro, il y en a à San Pedro. Sincèrement. Bon, ceux de Yamoussoukro, en l'occurrence, ils sont en train d'être... Ils sont en réflexion. Oui, et c'est d'ailleurs pour cette raison que le congrès a eu lieu à Abidjan ici. Il ne faut pas l'oublier. C'est pour dire que les hôtels sont là, ils sont en train de... J'ai l'impression que la réflexion est un peu surprise. On se dit, ah tiens, Voilà. à Yamoussoukro, il faut qu'on fasse des choses. Ouais. Bon, voilà. OK. Bon, on va être optimiste. Hein. Il n'est pas sur le plateau, malheureusement, vous portez ce combat-là. Donc, officiellement, on va être optimiste. On a envie que cette CAN se déroule dans de bonnes conditions. On a envie que les choses se déroulent bien. Voilà pourquoi, de temps en temps, on en parle. Bon, les amis, on va évoluer hein, sur un autre sujet. Celui-là concerne la santé. Eh bien, le ministre de la Santé annonçait donc hier, jeudi, qu'au cours du dernier semestre 2000... C'était le 20 avril. Jeudi dernier. Jeudi d'avant, ouais. Jeudi d'avant, Ouais. c'est ça. Jeudi 20 avril 2023, qu'au dernier semestre 2022, 54% sur 2200 usagers de drogue ont été désignés consommateurs réguliers du cannabis. Vous n'aimez pas cette phrase-là, mais André, ça fait peur. Oui, pour le coup, on peut dire que ça fait peur parce que plus on découvre l'envers justement de ce que font beaucoup de nos jeunes, on se rend compte que la drogue circule vraiment dans nos quartiers. C'est vrai, vous savez, au départ, dans nos quartiers, on laisse les bistrots, les gens aiment aller au Gbélé-Drôme, comme on dit, etc. Mais une fois qu'on a passé le Gbélé, après, on va commencer à utiliser d'autres substances. Ça va être d'abord des comprimés, vous savez, des comprimés qui circulent très facilement. Et puis après, on va chercher d'autres substances, et puis après, et puis après. Donc, c'est bien que le ministère de la Santé attire l'attention de tous les autres acteurs de la chaîne, parce qu'il faut parler avec le ministère de la Sécurité, etc., qui sont censés, j'allais dire, traquer ce type de produits. Et donc, la peur, c'est notre jeunesse. Et là où je suis d'accord avec vous, on a besoin. Hier, on a parlé de boissons que certains jeunes utilisent pour avoir des sensations fortes. Et là, demain, aujourd'hui, ça va être la drogue. Le ministre a raison de nous alarmer et d'en faire une cause nationale. Ça va ? Oui, non, je pense que ce sujet-là est très important. C'est important de l'aborder, de comprendre aussi surtout les raisons qui peuvent pousser des jeunes à consommer des drogues, notamment des drogues dures. Je pense qu'un peu dans l'imaginaire, on peut penser que les personnes qui sont concernées par la consommation, je parle vraiment d'addiction, pas juste de temps en temps consommer des choses qui ne sont pas très bonnes pour sa santé, mais pour les personnes qui sont vraiment addictes,
c'est pas forcément des gens qui sont déconnectés de la société, qui n'ont pas de travail ou qui se trouvent à la rue, etc. Il y a aussi des gens qui portent de beaux costumes, qui travaillent dans des entreprises de très bonne réputation, qui ont entre 30 et 40 ans et qui sont aussi et qui souffrent énormément aussi de ce problème d'addiction. Et du coup, bon, je pense qu'il faut mettre toutes les mesures possibles en place pour prévenir traiter ces maladies-là et les suivre. Alors, est-ce qu'on a suffisamment de structures et de professionnels pour accompagner les gens et les familles qui se retrouvent dans le désarroi et dans cette situation? C'est une question que je me pose. C'est un sujet, Ça concerne tout le monde. Ben, moi, je pense que déjà, si notre pays aujourd'hui, on voit des tonnes de drogue qui rentrent dans notre pays aussi facilement. Au début, on parlait de la Côte d'Ivoire est une zone de transit, mais finalement, on se rend compte que nous ne sommes plus seulement qu'une zone de transit, nous sommes devenus une zone de consommation parce que quand j'en veux pour preuve ce que dit le ministre, il dit qu'il y a une étude biocomportementale à Abidjan qui a estimé que 8000 jeunes consommateurs de drogue dure, on parle d'héroïne, on parle de cocaïne. Oui. Avant, tu vois, au début, c'était l'histoire de cannabis, de chanvre. Permets-moi juste de rajouter à ce que tu dis, c'est que 8000 jeunes consomment, mais ce n'est pas que 8000 jeunes. C'est 8000 jeunes qui ont été sondés. Qui sont en situation précaire. C'est-à-dire que sur l'ensemble de l'échantillon, il y a 8000 qui sont en situation précaire. Ça veut dire que ça, c'est ceux qui sont en situation précaire et qui consomment justement ces drogues injectables-là. Mais tous ceux qui consomment des drogues qui ne sont pas injectables, qui sont justement des comprimés, des comprimés, etc. Donc, voyez-vous que les chiffres là, ceux de l'autre côté, c'est-à-dire ceux qu'on n'a pas estimés ici, doivent être, je pense, beaucoup plus nombreux. Et parce en termes de cartographie, là, on a Abidjan, Bouaké, San Pedro, Yamoussoukro. En tout cas, les grandes villes sont... Où on dénomme 13 384 usagers de drogue injectables. Mais aujourd'hui... Et parmi eux, 8000 sont en situation précaire. Okay, mais imagine-toi un temps soit peu, quand tu fais le tour de certaines écoles, je parle, avant, on disait que c'était un genre d'école. Mais aujourd'hui, dans toutes les écoles, mais tu es étonné de voir des jeunes enfants fumer de la drogue. Ou même des gens même venir vendre de la drogue dans les écoles ou aux abords des écoles. Ça devient... C'est dramatique. Oui, et c'est pour cette raison, quand il dit que le ministre Pierre Demba appelle à la responsabilité de tout le monde, c'est pour dire aujourd'hui, il faut que la police, la gendarmerie, tout le monde puisse s'en mêler. Et même les citoyens eux-mêmes puissent s'en mêler. Il faut que chacun prenne ses responsabilités parce que nos enfants sont en train d'aller à volo dans la drogue. Mais Daouda me pointe justement, je pense, un point super important, c'est qu'aujourd'hui, en tout cas ici, la drogue est très facilement accessible et a un coût aussi qui est accessible. Parce que pour qu'il y ait tout ce monde qui en consomme, c'est que bon, ça ne doit pas coûter si cher et que si on veut s'en procurer, ça ne doit pas être très compliqué non plus. Et c'est ça qui fait peur. C'est ça qui fait peur. Et autre chose, une fois qu'on a dit ça fait peur, pensez aux solutions. Il faut que, par exemple, que les structures que sont le ministère de l'Éducation nationale, le ministère de l'Enseignement supérieur s'impliquent fortement justement dans la formation et notamment comment on détecte en tant qu'un éducateur, comment on détecte des élèves qui pourraient être des consommateurs, etc., ou des étudiants. Oui, parce que parfois les parents ne le savent même pas. Et toutes les structures d'enseignement, je pense aussi à l'enseignement technique, etc., où parfois ces jeunes-là sont confrontés à la précarité, etc. Il faut donc penser à des solutions et comme l'appelle le ministère de la Santé, il faut que les autres acteurs qui vont intervenir auprès des jeunes commencent à s'intéresser à la question. Le ministère de la Jeunesse doit commencer aussi à recruter ou à déployer un certain nombre de spécialistes qui pourraient aider les jeunes, souvent qui sont pris dans l'engrenage justement de l'addiction. Comment les amener vers les structures qu'il faut. Parler aussi avec les ONG, on connaît la Croix-Bleue, etc. Il y a REMA qui est une organisation chrétienne. Et donc pour permettre justement à ces organisations de travailler la main dans la main, parce que ça doit être une cause nationale. Et on le dit, sans quoi on va se retrouver, là il y a une drogue là, qui fait des ravages dans les rues de San Francisco, on va se retrouver avec des jeunes zombies dans nos villes. Et ça va... Parce qu'aujourd'hui, tu vois, Brice, le véritable problème qu'on a en Côte d'Ivoire, on n'a pas de centres réellement, beaucoup de centres pour faire en sorte que les gens puissent arrêter. Il y en a très peu. Il n'y en a pas beaucoup. Il y a le programme national. Il n'y en a pas beaucoup, c'est beau. Hein, ouais. Faut-il encore qu'on parle un peu du rôle de l'État ? Bon, on ne va pas rentrer dans ce débat, André. Voilà, on ne va pas rentrer dans ce débat. Mais je veux dire, on est dans
on est face à une situation dramatique. Nous, on est tous exposés, nos enfants, nos petits frères sont exposés. C'est le lieu, comme tu le dis, on ne va pas venir faire du bashing, mais attirer l'attention pour qu'on puisse avoir des centres. En réalité, on ne devrait même pas aller dans les centres si on n'en fumait pas simplement. Oui, ça on est d'accord, mais après aujourd'hui, on est dans une société qui est ouverte, une société où évidemment vous êtes bien placé, mère de famille, père de famille, où les enfants ont des fréquentations que parfois on n'a pas la possibilité de tout contrôler. Ça veut dire que c'est des phénomènes qui vont exister. Comment on anticipe? C'est ça. Comment on pose les vrais problèmes dans la société, comment on pose les vrais sujets. Je pense qu'il ne faut pas qu'on passe son temps à s'étriper sur autre chose. Il faut justement que ce soit des organisations non gouvernementales et autres associations de la société civile militer pour que l'État prenne des mesures très spécifiques pour des populations vulnérables qui ont été, j'allais dire, mais est-ce que le rôle, André, de l'État seulement, c'est de prendre des mesures forcément coercitives? Parce que non, ça peut mesures non, je veux dire, qu'on le veuille ou non, l'État met en place avec la police et la gendarmerie des méthodes pour attraper les gens. Non. Oui. L'État met quoi en place? Mais je veux dire, il n'y a pas assez de centres. Mais je dis, il n'y en a pas assez, mais pour moi, je veux dire, pour moi aujourd'hui, il serait bien, et vous l'avez si bien dit, que les éducateurs et autres organisations, on puisse se mêler de ça pour ne même pas qu'on en arrive à ce niveau. Bon, il faut qu'il y ait une vision qui soit imprimée. Voilà. Donc, et voilà. Bon, alors justement, ce qui m'emmène au prochain point, c'est qui coordonne cette lutte. Alors le ministère de la Santé, c'est le programme national de lutte contre le tabagisme, l'alcoolisme, la toxicomanie et les autres addictions. Qu'on en parle un tout petit peu, point par point. Là, on a parlé de drogue, mais on parle un tout petit peu du tabagisme. Parce que en général, ça commence même souvent par un peu de tabagisme, très jeune, avant de basculer dans les autres addictions, notamment l'alcoolisme, la toxicomanie. Vous savez, on en parlait la dernière fois sur le plateau, aujourd'hui, ces jeunes-là se retrouvent dans des discothèques, dans certains endroits, et ils font des mélanges. Ils vont jusqu'à, je ne vais même pas donner des idées, à utiliser certains médicaments à l'intérieur. On donne des idées. Enfin, nous, on n'est que des acteurs. On constate acteurs, et donc on donne les faits. Voilà, on constate des choses qui se passent, évidemment, oui. Brice. Des médicaments donc, qui doivent traiter autre chose à l'intérieur des boissons pour pouvoir avoir un effet. Tout le monde, justement, pour parler avec Sarah, qui évoquait la question même de la... C'est vrai que la drogue coûte cher dans certains pays, mais aujourd'hui, ils ont commencé à développer d'autres drogues qui sont beaucoup moins chères, accessibles, donc avec certaines compositions et tout ça. Donc, quand elle parle il faut regarder vraiment ça. Pour avoir vécu, je suis né dans un quartier populaire et j'ai toujours vu, comme je le disais tout à l'heure, dans les petits bistrots, les bonnes dames qui vendaient des médicaments, on les voit, les ambulants, qui vendaient des comprimés que les gens prenaient en complément de ce qu'ils buvaient un peu sur le Belek. Ça, c'était il y a quelques années. Bleu, ça s'appelle. Les bleus, etc. Donc, voyez-vous, c'est des choses qu'on a laissé faire. Et aujourd'hui, on se retrouve avec des situations qui vont être beaucoup plus compliquées, notamment pour retourner ces jeunes qui sont sous addiction. Et donc, c'est pour ça que je pose la question de la responsabilité de tous les pouvoirs publics. Mais ça se sont plusieurs fois plaints, par exemple, des personnes se sont plaintes, par exemple, du fait qu'il y ait des fumoirs qui ne soient pas encore détruits, mais des fumoirs qui sont vus. Mais même souvent, ces fumoirs sont détruits, mais quelques temps après, les mêmes lieux sont recolonisés. Mais l'action et l'œuvre doivent être inlassables. Et en synergie. Justement, on ne doit pas se lasser, parce que si on casse un fumoir, on doit être prêt à y revenir, on doit mettre des systèmes de vérification. Il y a des gens, enfin la police, c'est pas toujours porter son képi et son beau costume. Il y a des gens qui sont en anonymat, qui sont des policiers, qui sillonnent nos quartiers, qui vont pouvoir dénoncer des choses. Donc je pense que Daouda, c'est vrai, on casse, mais à un moment, on laisse faire parce qu'on se décourage. Mais l'administration ne peut pas, ne devrait pas se décourager. En fait, si on parle de responsabilité, je pense qu'il y a deux niveaux sur lesquels on peut agir. Le premier, évidemment, l'enfant, c'est les parents. L'éducation peut donner les parents, les messages que peuvent transmettre, et la prévention est très importante. Donc forcément, le rôle des parents est important, mais pas que. Ensuite, il y a l'école, tout simplement. On n'a pas besoin d'aller plus loin. À l'école, moi, quand j'étais petite, il y avait des sessions de prévention, etc. On nous parlait, on projetait des vidéos, etc. Choc. C'est vrai, on avait entre 10 et 12 ans, donc un petit peu peut-être en avance, mais ça a été très utile parce que déjà petit, on savait ce que potentiellement ça pouvait entraîner, que de boire, que de consommer des drogues dures, etc. Ça agit peut-être sur l'inconscient, je ne sais pas, mais c'est super important qu'au niveau de l'éducation nationale, on prenne aussi un peu en charge la diffusion de messages importants pour les enfants. Donc il y a les parents, il y a l'éducation, c'est déjà voilà, deux
Donc, Deux pour vous acteurs dire qu'au importants, ministère, il y a trois axes dans trois piliers donc, Parlons dans de la ça, stratégie. Il y a la prévention. On La parlait tout à l'heure avec prévention, Sarah. Et ensuite, la prise en charge. Parce que c'est ça. Et là, on a un problème par rapport à la prise en charge déjà. Oui. Je pense qu'elle n'est pas suffisante ici, telle que je vois comment elle est décrite. Parce que quelqu'un qui est addict, c'est quand même une personne qui est malade, C'est ça. qui a besoin de Et soins. s'il n'y a pas beaucoup de centres, la prise en charge, Non, mais ça... déjà, dans ce qu'on a entendu par rapport au combat qui sera piloté évidemment, parce qu'il y a un comité interministériel de lutte anti-drogue, mais déjà le ministère de la Santé lui-même va mobiliser, comme il le dit, l'ensemble de ces pôles, ces 10 pôles régionaux donc, qui vont être mobilisés. À l'intérieur, il y a 33 directions régionales de santé, il y a pas de 3000 structures de santé. Mais c'est beau de dire, c'est les gros chiffres toujours, mais à l'intérieur, il y en a combien qui sont des spécialistes de drogue, des spécialistes en addictologie, etc. Donc c'est ça aussi à un moment Mais André, aussi, il faut commencer, je pense qu'il faut commencer quelque part quand même. Mais personne ne dit de ne pas commencer. Il y a la volonté de vouloir lutter contre. Et c'est là où souvent j'ai un problème, excuse-moi, assez personnel avec toi, parce que tu me dis, oui, mais c'est des gros chiffres et autres, mais ils l'ont déjà fait. C'est important. Il faut l'encourager et après, faire des propositions moi, ce qui va être concrètes. intéressant aussi avec Daouda, et quelqu'un a dit tout à l'heure, ça doit être Brice, on va laisser pouvoir. On va se donner rendez-vous dans 1 an, ici, dans 2 ans. Je me peux mettre ma main presque au feu que si on ne prend pas le problème à bras le corps et qu'on vient comme ça avec des choses cosmétiques, on va toujours revenir à la même situation. La situation va empirer. Il faut déjà venir nous dire, l'année prochaine, je viens, nous, au prochain concours de médecins, de machin, ceci, cela, on recrute tel nombre de personnels de santé spécialisés à machin. Elle a parlé de l'éducation nationale. On va faire entrer dans l'éducation nationale tel nombre de spécialistes pour expliquer les choses. On lance même un appel à candidature. Est-ce qu'il y a une structure de communication qui peut nous concevoir un programme choc pour dire aux jeunes, voici ce que deviennent les fumeurs de drogue. C'est ça. Aujourd'hui, c'est ce que je dénonce. C'est bien de nous dire des choses. Où tu mets dans tout ça, André, la responsabilité parentale dont elle parlait. Parce que ça aussi, c'est important. Et on se retrouve juste derrière en compagnie de notre invité. Et ce soir, André, nous serons en compagnie de Serge Guédé-Lekpo. L'investissement en Côte d'Ivoire, on en parle. Ah ben ça. Nous sommes de retour sur le plateau à la suite du JT. Nous sommes en compagnie de Sarah, de Daouda, d'André Bois. Il nous a rejoint pour cette dernière partie du Grand Talk, Monsieur Serge Lekpo Guédé. Il est avec nous. Vous êtes, Monsieur Guédé, l'auteur de cet ouvrage, ce magnifique bouquin, Investir en Côte d'Ivoire, carrefour des entreprises. Moi, j'ai une première question pour vous. Monsieur Guédé, quand on regarde les Ivoiriens aujourd'hui, fait-il bon investir en Côte d'Ivoire aujourd'hui ? Est-ce une bonne idée? Je vous remercie. Je voudrais d'abord vous saluer, M. André, M. Brice, M. Daouda, Mme Sarah, pour les civilités. C'est vrai. Aujourd'hui, le climat est très bon pour investir en Côte d'Ivoire. Pour investir dans un pays, il y a des critères qu'on regarde. Il y a l'indicateur stabilité. Et comme vous le voyez, il y a aussi d'autres indicateurs comme l'indicateur de déplacement des flux de population. Quand vous regardez aujourd'hui l'aéroport, chaque jour, vous voyez comment les gens sont en mouvement. C'est un indicateur pour dire que dans ce pays-là, il est bon d'y aller. Je peux vous Il y a assurer des qu'en gens Ukraine, qui viennent il n'y a pas en le même prospection, il y a des curieux pas qui sérieux. viennent, il y a des gens qui viennent pour plusieurs objectifs, d'autres viennent pour des objectifs touristiques, mais en même temps, ça se convertit en prospection d'investissement. Voici les indicateurs qu'on regarde pour dire qu'il fait bon d'aller investir dans ce pays. La stabilité et le flux, Voilà. les déplacements. Le Donc, flux de déplacement des populations. Ok. Ça va? Oui, et quel est le secteur le plus porteur? Est-ce qu'il fait bon d'investir autant dans le secteur de l'immobilier que de l'agriculture? Ou quels sont les secteurs les plus porteurs? OK. Dans notre expertise et prospection, nous avons déterminé les secteurs beaucoup plus porteurs. Mais d'abord, avant les secteurs, il y a les ressources disponibles. Parce que lorsque tu veux investir dans un secteur, dans un pays et qu'il n'y a pas de ressources, l'investissement sera handicapé. Donc il y a des ressources. C'est en fonction de cela qu'on choisit les secteurs. Mais je peux vous dire déjà, les secteurs que nous avons ciblés, il y a le secteur industriel, dans lequel il y a le secteur pharmaceutique. Vous voyez comment les médicaments pharmaceutiques, en dehors même des pharmacies, il y a d'autres même concurrents qui sont à côté, la diamètre, tout ça, il y a des médicaments qu'on vend. Ça vous dit qu'il y a un boom dans le secteur pharmaceutique. En dehors de ce secteur, Allez-y, finissez de il citer y a les un secteurs. autre secteur qui est là,
qui est le secteur des télécommunications. Tiens donc. Aujourd'hui, c'est un secteur incontournable. Il y a le secteur bancaire. Quand on vous parle du taux de bancarisation, Oui. dans les années 90, beaucoup d'hommes n'avaient pas de compte bancaire, mais aujourd'hui, 2023, même dans les villages, les gens ont des comptes bancaires. Ils ont des comptes magnétiques. Très bien. Ça veut dire que les choses avancent. Il y a Vous y un taux incluez- de bancarisation qui est progressif. Quand vous parlez de taux de bancarisation, vous y incluez justement la possession d'un compte mobile, monnaie, des choses comme ça. Ah, mais bien sûr, ça c'est maintenant le perfectionnement du taux de bancarisation. Ça veut dire que j'ai ouvert mon compte bancaire, mais maintenant même je peux l'ouvrir sur mon téléphone portable. C'est ça. On parle de système de digitalisation. C'est Très ça. bien. Voilà. Alors justement, Les vous services. évoquiez les secteurs dans lesquels il était bon d'investir. Dans ma petite tête, je me suis dit, investir dans le domaine pharmaceutique, ça se fait comment? Ça se fait dans quelles conditions? Et qu'est-ce qu'on gagne à investir dans ce secteur, par exemple? Oui, mais dans le secteur, vous avez beaucoup d'acteurs. Vous avez les pharmaciens, vous avez les délégués médicaux, vous avez beaucoup d'autres auxiliaires. Mais ceux-là, s'il n'y a rien, ils ne pourront pas venir faire des expertises pour s'y investir. Alors concrètement, si aujourd'hui je construis une pharmacie, j'investis dans la mise en place d'une pharmacie, par exemple, pour dire que c'est quelque chose qui est rentable. C'est rentable. Très bien. Vraiment Mais rentable. vous parlez d'investir en Côte d'Ivoire, mais quand on sait qu'aujourd'hui, pour les entreprises qui viennent de l'étranger, quand elles viennent s'installer, pour la plupart, je parle des Allemands, des Coréens et autres, ils estiment qu'il n'y a pas de main-d'œuvre. Comment C'est ça- investir c'est dans ça un qu'il n'a milieu pas où eu il n'y a de pas de ressources. main-d'œuvre qualifiée? Qualifié, oui. Ça dépend du secteur. Si vous venez investir en Côte d'Ivoire dans un secteur aéronautique, vous n'allez pas avoir de main-d'œuvre. Qui est Non, je qualifié ne parle pour pas travailler pour ça? Monsieur non, mais Guédé, Voilà, mais mais il justement, répond, on il parle de répond à la main-d'œuvre. question. On C'est pour ça parle qu'il de a été main-d'œuvre. prévu. Sinon, en dehors de ça, dans tous les autres secteurs, il y a quand même la main-d'œuvre. La main-d'œuvre, c'est quoi? Celui qui est qualifié à travailler, à rendre des prestations dans un domaine bien défini. C'est cela la main-d'œuvre. Mais la main-d'œuvre, elle se forme. C'est pourquoi nous, les cabinets, on est là pour les former. Quand les gens quittent l'école, l'académie, ils disent je cherche un stage. Maintenant, même, c'est rare. Mais nous faisons l'effort d'offrir des stages afin de rendre des gens la qualification professionnelle pour que les entreprises n'envoient pas les main-d'œuvre étrangères. Parce que si elles viennent avec les main-d'œuvre étrangères, nos concitoyens vont chômer. Mais parfois, il a Les gens raison, viennent on dans un pays, ils viennent Non, avec non, leur main-d'œuvre. vas-y, Oui. Sarah. Non, je veux dire, parfois, il a raison, on a besoin de personnes qui soient formées sur le long terme, on a besoin d'experts, des ingénieurs, etc. Ce n'est pas juste peut-être des petites formations qui régleront le Oui. problème, mais c'est vraiment des Oui, diplômes. Madame Sarah, mais la formation, elle est continue. D'abord, avant que quelqu'un ne travaille, il a quitté l'école académique, on va parler de stage, pour lui conférer une qualification professionnelle. En plus, quand il a la qualification professionnelle, mais il doit faire des formations continues. Et c'est dans la formation continue qu'on devient expert. Non, on ne devient pas expert du coup. Moi, c'est intéressant parce que bon, vous êtes en cabinet, vous avez écrit votre bouquin, donc vous êtes comme ça à la confluence de plusieurs problématiques. Donc vous vous dites qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire attire les investisseurs, mais est-ce que la Côte d'Ivoire est capable justement de supporter un flux d'investissement assez important au regard justement de ses ressources humaines? Est-ce que la Côte d'Ivoire est à même de supporter tout type d'investissement, bon, même si ce n'est pas dans l'aéronautique? Oui, bien sûr, puisque les investissements, là, si c'est des unités industrielles, se nourrissent de matières premières. Il y a des réserves de matières premières. D'ailleurs, même dans l'ouvrage, nous avons exposé les ressources naturelles. Vous voyez, qui sont d'une part les ressources minières, l'or et tout ça, comme vous le savez. Et ensuite, le gaz, le pétrole. Et vous Mais savez est-ce que qu'il y ça, a ce n'est chaque pas des fois investissements un peu découvertes. trop lourds? Comment? Parce que, je veux dire, quand vous parlez d'or, de gaz et autres, ça, c'est de l'investissement lourd. Oui. Mais justement, moi, je vais vous poser une question qui est assez simple. Quand je prends des gens comme le GIZ ou bien la Fondation Koika qui ont des entreprises ici, mais même dans la NACAD, ils sont obligés d'aller former, de créer des partenariats avec le ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle pour former les jeunes parce qu'ils estiment qu'ils viennent avec une expertise, mais il n'y a pas de main-d'œuvre sur le terrain. Oui, c'est vrai. Bon, vous, au même moment, vous me dites, on les forme. Pendant qu'il y a des formations qui sont mises en œuvre par comment on appelle ça, ces fondations-là. Je suis un peu en déphasage, en Non, fait. mais vous savez, il y a toujours une main-d'œuvre, mais peut-être c'est le degré de suffisance. C'est ça qui pose problème. Sinon, ne dites pas qu'il n'y a pas de main-d'œuvre. Il n'y a pas un pays où il n'y a pas de main-d'œuvre. Quel que soit ce pays, puisque
Les établissements sont là. Il y a des établissements aussi académiques. Mais est-ce que et il y a des établissements professionnels. C'est pas pour ça justement qu'il y a un mot qui accompagne main-d'œuvre, un mot qui est qualifié. Voilà. Il faut avoir une main-d'œuvre, il y a de la main-d'œuvre. Il y a de la main-d'œuvre. Et il faut Mais que est-ce cette qu'elle est main-d'œuvre soit qualifiée? qualifiée. Non, elle est qualifiée. Mais si elle était si qualifiée, est-ce que vous pensez que le GIZ Mais ou peut-être que Koika allait ceux qui former sont ces gens? qualifiés là sont moins nombreux. C'est ce qu'il dit. C'est ce que je peux Ok. comprendre. Voilà. Sinon, il y a tout une main-d'œuvre qualifiée. Maintenant, ce qu'on doit comprendre, si c'est insuffisant, on parle de main-d'œuvre d'appoint. C'est-à-dire, chaque fois, on envoie. Mais quand des gens viennent dans une entreprise et qu'on les met en stage, les stages font combien? 3 mois, 6 mois. Mais dans les 3 mois et 6 mois, lui, il est obligé, la personne est obligée de connaître, de mieux apprendre, parce qu'il s'agit de sa carrière professionnelle. Très bien. Monsieur Guédé, quand je vois le titre de votre ouvrage, Investir en Côte d'Ivoire, il y a 2 niveaux. Les entreprises extérieures, externes, étrangères qui peuvent venir investir en Côte d'Ivoire. Et en interne, il y a des entreprises qui investissent ici. Mais il y a surtout ce qui peut intéresser nos téléspectateurs, des personnes comme Daouda, comme Sarah, qui ont envie d'investir dans notre pays. Est-ce qu'il y a des clés, il y a des conseils, il y a des orientations pour ces personnes-là? Bien sûr, parce qu'il y a 2 variantes, c'est-à-dire il y a 2 niveaux. Il y a des investisseurs qu'on appelle les opérateurs. Ça, c'est des gros, les bailleurs de fonds. Hein, eux, ils sont à part. Mais il y a le carnaval de d'autres petits, ceux qui font des petits investissements. Eux, ce sont les entrepreneurs. C'est pourquoi on vous parle de l'entrepreneuriat. Une femme qui est au marché, qui a une poissonnerie, elle fait partie des investisseurs, mais comme pour elle, là, c'est petit, on dit elle est entrepreneur, on ne dit pas investisseur. Donc, vous voyez un peu les termes qu'on utilise. Ça dépend du poids et du volume de l'investissement. Si c'est quelqu'un qui a un petit kiosque, c'est un investissement, mais on va l'appeler entrepreneur. Parce que ça dépend. Il paie les impôts où? Celui qu'on appelle bailleur de fonds investisseur, lui, le régime RNI. Il paie des gros impôts. Mais celui qui a un kiosque, peut-être qu'il paye l'impôt. Les impôts, on en parle. Forfaitaire qu'on appelle aujourd'hui le régime TCE. Vous voyez, la taxe communale de l'entrepreneuriat. Mais on parle de taxe. Parce que l'investissement va avec les impôts. Vous ne pouvez pas dire que vous allez faire une activité en ignorant les impôts. Justement, ça c'est très bien, excusez-moi, très bien que vous l'évoquiez, parce qu'on a dit la Côte d'Ivoire, terre d'investissement, investir dans la Côte d'Ivoire. Et après, on se pose la question justement, est-ce qu'on gagne d'avoir une entreprise? Mais est-ce que finalement, sur l'ensemble de la chaîne de valeur, on gagne notamment en termes d'impôts, etc. Est-ce que notre pays ne crée pas un microsystème qui fait fuir l'ensemble des revenus de ces investissements? Mais vous savez, nous avons une DGI avec un personnel très chevronné. Les impôts dont on parle, l'impôt qu'on prélève sur votre activité, hein, c'est en fonction de vos chiffres d'affaires. On ne peut pas venir comme ça vous imposer, vous faites une imposition qui n'a rien à voir avec ce que vous gagnez. C'est pourquoi on parle tout de chiffre d'affaires. Est-ce que vous avez déjà entendu des personnes en train de dire en Côte d'Ivoire, l'impôt est cher, l'impôt est élevé? Vous avez déjà entendu ça? Non? Bon, ils peuvent le dire à tort. Est-ce qu'ils ont forcément raison? Parce que ceux-là, ils ne vont pas très loin. Quel impôt qui est cher? On dit que votre impôt là, il est prélevé sur votre chiffre d'affaires. Combien d'abord on prélève? D'abord, prenons la TVA. Quelqu'un qui a un chiffre d'affaires de 200 millions, si la TVA fait 18%, mais dans 18%, vous n'allez pas dire c'est cher quand même. N'exagérons pas, chers amis. Mais moi, la question que j'aimerais poser, et ça me ramène justement à la crise des data tout à l'heure, vous parliez des opérateurs. Oui. Pour tout ce qu'on a pu lire, ça et là, quand on parle des impôts, mais ces mastodontes-là, mais ils ne font que déclarer pour dire voici ce que j'ai eu. Est-ce qu'aujourd'hui, dans notre système fiscal, il y a des moyens pour contrôler ces impôts de ces gens-là? Pour déceler les fraudes et tout ça. Voilà. Oui, c'est cela. Vous voyez, c'est pourquoi la DGI elle-même, elle s'est modernisée. On parle aujourd'hui de télédéclaration. Aujourd'hui, on ne se lève plus pour aller faire des rangs à la CDI devant les salles d'impôts pour dire on est venu payer impôt parce que le temps passe par c'est des entreprises qui sont là. Maintenant, on peut envoyer en ligne directe. C'est pourquoi les contrôles, là, il y a des contrôles inopinés. Ça veut dire qu'on peut venir comme ça, ah oui, la comptabilité, oui, ceci, cela, on veut voir le service fiscalité. OK, de telle période à telle période, sortez-nous vos factures, sortez-nous la documentation. C'est là qu'on va vous prendre.
Donc, vous pouvez voler. On dit du 9 jours pour le voleur, non. Mais le jour où on va te prendre, celui qui va te prendre, c'est un expert. Moi, j'ai une question pour vous, monsieur expert. Guédé. Finalement, on parle de ces investissements investis en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que la Côte d'Ivoire gagne concrètement à travers ces investissements? Mais ça rejoint un peu ma question, mais je voulais quand même faire une précision là-dessus. Oui. Qu'est-ce que la Côte d'Ivoire gagne? Vous êtes en train de nous dire, comme la Côte d'Ivoire fiscalise le chiffre d'affaires, il est très difficile de passer dans les mailles du filet. Ouais. C'est ça que vous voulez dire? Donc finalement, ce que nous, on gagne, par exemple, on nous a dit les opérateurs de téléphonie font 1000 milliards. Nous, la Côte d'Ivoire, ils sont fiscalisés sur les 1000 milliards, sur leurs bénéfices, c'est ça? Non, c'est sur les chiffres d'affaires. Les 1000 milliards dont on parle, est-ce que c'est un chiffre d'affaires? Ou il s'agit de quel chiffre? Il s'agit d'un montant d'investissement? Du Parce secteur. qu'on ne va pas... Ce n'est pas le bénéfice. Il y en a qui ont fait 100 milliards de bénéfices, il y a certains qui ont fait 40, d'autres ont fait... je n'ai plus tous les chiffres exactement. Oui. Mais moi, j'ai compris à travers vos propos que on fait, parce que je pense aussi que les régimes fiscaux sont liés au chiffre d'affaires en Côte Ça d'Ivoire. rappelle un autre point de vue sur la question. C'est lié au chiffre d'affaires. Les régimes fiscaux sont liés au chiffre d'affaires. Je vous donne un carnéval. On dit ceux qui sont au régime TEE, anciens synthétiques. Quel est le chiffre d'affaires qu'il va avoir pour être au régime TEE? On dit qu'il s'agit des entreprises qui ont un chiffre d'affaires compris entre 5 millions et 50 millions. C'est ça. C'est ça. Voilà. Vous passez du régime TEE. Il y a un autre régime qui est là, qui est le régime des micro-entreprises, RME. Il faut avoir un chiffre d'affaires qui est compris entre 50 millions et 200 millions. Non, vous lisez seulement. Lisez l'ouvrage. Vous lisez seulement et vous saurez comment vous situez par rapport à vos impôts. Vous avez ensuite le régime RSI. Pour le régime RSI, il faut avoir un chiffre d'affaires qui est compris entre 200 millions et 500 millions. Non, c'est tellement clair, cohérent. Donc, vous lisez seulement les ouvrages, la documentation, et vous êtes situé en tant que Vous avez notre point de vue sur la question? Oui, non, enfin, j'apprends des choses sur le chiffre d'affaires. Ok, je pensais que c'était plus sur le bénéfice, mais je pense qu'il y a de multiples avantages. Donc, il y a sur les impôts, donc ça, c'est plus de revenus pour la Côte d'Ivoire, mais il y a aussi la création d'emplois, je pense. Justement, les investisseurs apportent beaucoup dans un pays. Quand un investisseur vient, si c'est par exemple quelqu'un qui veut faire une usine de fabrication des produits alimentaires des poissons, parce que maintenant, on commence à avoir des piscicultures ici. Alors, quand il va venir, il va installer l'usine. Là où il va installer l'usine, ce sera loué, ou bien il va acheter. L'argent rentre déjà dans la peau du propriétaire de la terre. C'est ça. Si c'est dans un village, il y a des villages à proximité d'Abidjan ou bien dans ce pays. Et puis plus on transforme aussi... Quand l'entreprise est implantée dans le village vient automatiquement dire qu'est-ce que nous on gagne. Est-ce qu'il va faire des hôpitaux, il va promettre que je vais faire ça. Donc les investissements génèrent le développement. Puis on n'a pas parlé de l'agriculture aussi. Produit le développement. Si c'est des entreprises agricoles, c'est le même donné. Moi, je vais venir payer vos produits à tel prix. Pour pouvoir, et puis au niveau des planteurs, des agriculteurs, voilà ce que je vais faire pour eux pour améliorer vos qualités de vie, scolariser vos enfants. Je donne des prêts scolaires. Ça, c'est des entreprises agricoles, ils font ça, ils donnent des prêts scolaires. Donc, vous voyez un peu que ça fait améliorer la qualité de vie des gens qui sont sur place, dans le cadre de vie où l'investissement se fait. Donc, parce que si ça, tel qu'on était dans notre compréhension, c'est bien aussi que quand on dit qu'on apprend des choses, c'est-à-dire que si on taxe plus le chiffre d'affaires, c'est-à-dire que, parce que la crainte qu'on a parfois, c'est que des multinationales viennent, elles investissent, et quand elles finissent, elles récupèrent leurs bénéfices, la majorité du bénéfice part. Sauf qu'ici, on nous dit, ce qui est taxé plus, c'est le chiffre d'affaires qui permet de déterminer votre catégorie de taxation. J'ai donné tout à l'heure le carnaval. Mais ce qui posait problème d'Aouda, c'est que ce que vous dites déclaratif. Ce que vous dites, oui, mais comme partout. C'est pourquoi. Est-ce qu'il y avait moyen C'est pourquoi là. Après, il y a les je ne vais pas parler à la place de l'invité, mais partout dans le monde, le système, enfin, la majorité des systèmes sont déclaratifs. Mais voilà comment ça se passe. D'abord, même en matière d'impôt, l'impôt est régi par un principe qu'on appelle le principe de territorialité. Là où vous exercez l'activité, c'est là que vous payez l'impôt. C'est pourquoi tout ce qui est à l'exportation, la TVA n'est pas payée. C'est ça. Parce que ce qui est à l'exportation, là, ce n'est pas ici que le produit se vend. Pourquoi il va payer la TVA, va payer l'impôt TVA?
où la marchandise va, quand ça va arriver là-bas, c'est sur le territoire là-bas que ça va être vendu. C'est là-bas que l'activité va s'exercer. C'est là-bas qu'il va payer. Donc, les États ne perdent pas. Tu insères ton activité, tu vends tout de suite. Je vais vous donner un exemple banal. Nos soeurs, nos parents qui vendent les oranges, quand tu te mets devant la route, tu mets ton truc pour ton étalage. Le lendemain, l'impôt mairie va venir te dire, il faut payer au moins 100 francs. Parce que tu occupes un domaine public. C'est ça. Donc, ça veut dire que vous n'échappez pas aux impôts. Alors, on parle Seulement, un peu de la douane, il faut que aussi, dans le cas des impôts, ça rentre bien. C'est ça aussi l'autre problème. C'est bien, c'est vrai. Sinon, l'argent des impôts, là, ça n'échappe pas. Donc, maintenant, ceux qui sont dans la fraude fiscale, les paradis fiscaux, sont dont vous parlez. Pour ne pas que la femme paye impôt, elle va faire quoi? Elle prend le stock de ses marchandises qu'elle met toujours chez les voisins. Parce que s'il y a un magasin, elle va payer impôt. Mais si c'est au domicile du voisin, on ne voit pas, elle ne paye pas impôt. Donc, elle recrute 10 filles et elle fait 10 groupes de bagages. Toi, prends sur la tête, tu vas vendre à Blocos. Toi, tu vas... Ça, ceux-là, celles qui marchent comme ça, elles échappent aux impôts. Donc, ça, c'est une nouvelle forme de fraude. Mais comment aujourd'hui vous faites quand vous regardez l'écosystème, on voit aujourd'hui qu'il y a beaucoup de commerces en ligne ça fleurit comme des champignons. Oui. Comment on fait pour capter l'impôt sur ça? Non, mais ça, c'est un autre système. C'est pourquoi aussi les impôts sont développés à la télédéclaration, il y a des vérifications qui se font. Mais l'idée pour moi, c'est que ces gens... Les entreprises en ligne, c'est de ça vous parlez. Oui. Mais elles ont des sièges. Il y a des systèmes à partir desquels... Moi, je connais une dizaine qui n'ont pas de siège. Non. C'est chez eux à la maison. Non, mais forcément, pour disposer d'un registre de commerce, il faut déclarer un siège. Il y a des déclarations qu'il faut faire. Sinon, même si c'est de façon technique simplement, il y a aussi des techniciens qui vont détecter cela. Bon, vous ne comprenez pas une entreprise en ligne voilà. Il y a toujours un point de départ. Moi, je parle de vente en ligne, justement. Oui, mais c'est de ça que je parle. Les grosses comme Amazon, même les... Il ne faut pas la publicité, les Jumia vendent en ligne, mais ils paient toujours leurs impôts. Mais si vous mettez vos trucs en ligne pour échapper aux impôts, ils vont envoyer des experts dans cette qualité, cette matière, pour vous détecter aussi. Il y a tous des antidotes. Il y a des systèmes de contrôle. Alors, il y a des systèmes de contrôle qui sont adaptés à ça. J'ai une petite question assez concrète, peut-être si on prend l'exemple du secteur du textile et de l'habillement, il y a des petites machines, etc., qui doivent être importées parce qu'elles n'existent pas forcément ici. Et les droits de douane, les taxes, c'est jusqu'à 70 et 100% de la machine, en fait. Et ça, pour moi, c'est un véritable frein. En tant qu'investisseur, ça va peser sur la compétitivité. Et n'importe quel investisseur pourrait se dire, mais c'est pas possible. Les droits de douane, les taxes, etc. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça, c'est les droits de porte. C'est-à-dire ceux qui rentrent. Je pense qu'il y a dans les privilèges fiscaux, il y a quand même des allègements aujourd'hui. Ça, je ne sais pas pour vous, c'est pour cette année 2023. Hein, non, mais M. Guédé, vous êtes très optimiste sur cette question parce que je pense que pour rapidement, c'est toujours la même question. C'est-à-dire que quand même, il y a beaucoup d'industries qui ont du mal à faire venir le matériel parce qu'il y a la douane qui ne comprend pas toujours. Est-ce que ça, ce ne sont pas des freins à l'investissement en Côte d'Ivoire? Comme elle le dit, vous dites non, ça va. Oui, mais il y a dans n'importe quel pays, un investisseur qui vient avec son matériel ou bien tout son ameublement, tout, il va passer par les droits de porte forcément. Mais maintenant, quel est le degré de tarification? Ça, c'est là que les réformes viennent. Vous voyez, s'il y a eu des réformes, la DJ a fait des réformes, mais les douanes aussi, tout ça, c'est l'État. Donc, tout ça, ces réformes ont touché tous les secteurs. Très bien. Monsieur Lekpo Guédé Serge, je rappelle, vous êtes auteur de cet ouvrage, Investir en Côte d'Ivoire, Carrefour des entreprises, paru aux éditions L'Harmattan Côte d'Ivoire, disponible donc dans toutes les L'Harmattan France, c'est là que c'est paru. C'est L'Harmattan France, ouais. Ça vient ici seulement parce que L'Harmattan est représenté. Je veux vraiment remercier tous les partenaires de L'Harmattan qui ont aidé à faire sortir l'ouvrage. Aujourd'hui, l'ouvrage est connecté. Si vous êtes en Europe, vous pouvez l'acheter sur Amazon. C'est ça, vous pouvez l'acheter vous pouvez le voir aussi sur Google, tout. Très bien. Donc vraiment, ceux-là, ils font la promotion aussi de la Côte d'Ivoire. C'est le prolongement. Très bien. Nous avons fait ça pour faire la promotion des investissements privés de la Côte d'Ivoire. Merci, monsieur Guédé. Merci beaucoup d'avoir été sur notre plateau. Investir en Côte d'Ivoire, Carrefour des entreprises, par monsieur Lekpo Guédé Serge. On était très, très heureux d'être en votre compagnie. Donc, c'est vendredi qui vous rend si joyeux. Oui, parce que comme je voulais souhaiter un joyeux anniversaire à qui? À qui?
Mike Maï. Ah oui, bien Oui, sûr. oui. Toute l'équipe de production se joint à moi pour souhaiter un très très bon et joli anniversaire à Maï Mike, notre chef projet sur le Grand Talk, à l'édito. Mike, tout le monde t'aime et puis que cette nouvelle année soit une année de paix, de santé, de Bisous, bonheur. Mike. Voilà, tout le monde te fait plein de bisous. Bon, allez, on vous donne rendez-vous lundi pour un autre numéro du Grand Talk. Prenez soin de vous et des autres. Que Dieu veille sur vous, que Dieu veille sur la Côte d'Ivoire. À lundi. Merci beaucoup.